Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons à la frontière avec la bande de Gaza pour découvrir le kibbutz Nir Oz, le lieu du massacre du 7 octobre. Nous allons voir de nos propres yeux ce qui s'est réellement passé à cet endroit. Marcher dans les rues, entrer dans les maisons où cette tragédie a eu lieu, y compris dans la maison de la famille Habiba. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous sommes déjà sur la route. Le trajet de Jérusalem jusqu'à la frontière avec Gaza dure 2 heures et nous sommes ici avec Moti. Shalom! Merci beaucoup de nous accompagner. Merci beaucoup de nous emmener jusque-là. Alors les amis, commençons le voyage car aujourd'hui va vraiment être une journée très difficile. Et on peut voir que nous allons dans une zone de conflit parce qu'il y a des véhicules militaires aussi bien derrière que devant nous. Et le panneau nous indique déjà la direction de Nir Oz, cette communauté dont le nom signifie le champ du courage. Nous entrons dans Nir Oz et comme vous pouvez le voir, il y a un point de contrôle militaire ici. L'entrée des civils est interdite depuis le 7 octobre et la population locale a été évacuée par le gouvernement. Nous avons reçu une autorisation spéciale pour pouvoir filmer ici pour vous aujourd'hui. Et il va vraiment être très difficile pour nous de filmer cet endroit. Mais ce sera aussi difficile à regarder. C'est pourquoi nous voulons déjà vous prévenir avant de commencer à montrer la destruction que le sujet d'aujourd'hui est vraiment difficile à regarder et à suivre. Et celle qui sera avec nous aujourd'hui pour tout nous montrer comme cela s'est vraiment passé, c'est Irit, qui vivait ici dans le kibbutz et qui était ici le jour de l'attaque avec sa fille. Nous sommes arrivés à Nir Oz et la première chose qu'on nous a donnée ici, ce sont les gilets pare-balles. C'était les gilets pare-balles. C'est Irit qui nous les a donnés. Et on a aussi reçu les instructions au cas où il y aurait un Seva Adom. Seva Adom, ce sont les sirènes qui retentissent ici dans la région. Si le Hamas lance des missiles depuis la bande de Gaza vers ici, nous avons exactement 7 secondes pour trouver un endroit sûr. Donc, on nous a expliqué comment cela fonctionne, au cas où cela arriverait. Hier, il y a eu des sirènes ici. Aujourd'hui, pas encore. J'espère que cela n'arrivera pas. Mais maintenant, nous allons vraiment commencer la visite du kibbutz, le lieu du massacre du 7 octobre. Ici, à l'entrée, la première chose qu'on voit déjà, c'est la destruction et Irid va nous aider à comprendre un peu plus ce qui s'est vraiment passé ici. Regardez ici la destruction complète de cet endroit. Il est difficile d'imaginer qu'il y a un peu plus de 3 mois, des gens vivaient ici. C'était la vie des gens ici. Mais maintenant, nous allons monter pour comprendre exactement où nous sommes. Regardez où nous sommes. Au loin, les maisons visibles, elles font déjà partie de la bande de Gaza. Nous sommes à 1,6 km de la bande de Gaza et les personnes qui ont attaqué, massacré et détruit ce kibbutz sont venues de là lors du terrible samedi du 7 octobre. Ce matin-là, nous étions 417 personnes dans le kibbutz, y compris des bébés, des enfants et des personnes âgées.
117 personnes ont été soit agressées, soit assassinées. Donc, c'est une personne sur 4 qui a été soit kidnappée, soit assassinée. Et dans le peu de temps où nous sommes ici, nous avons déjà entendu plusieurs explosions. Nous entendons des hélicoptères et des avions de l'armée. C'est vraiment encore une zone de conflit active ici. Et c'est aussi pour cela que la zone est vide ici. C'est-à-dire que la population n'est pas encore revenue dans ce kibbutz, ni dans les kibbutzim autour. Mais nous ne sommes pas maintenant au belvédère. Ici, c'était le toit de la maison d'un monsieur appelé Amitai. Juste en dessous de nous, c'était le bunker de sa maison. Et ici, on peut voir l'endroit où se trouvait la maison elle-même. Nous allons maintenant descendre et entrer dans ce qui reste des ruines de la maison d'Amitai et découvrir ce qui est arrivé à lui et aux personnes qui vivaient dans cette maison. Ici, là d'où nous venons de descendre, c'était le bunker de la maison, et ici où je marche, c'était la maison de ce monsieur. C'est vraiment difficile de croire qu'ici, il y avait une maison joyeuse, pleine de vie. Ici vivait Amitai, ce monsieur, et aussi un Philippin appelé Jimmy qui s'occupait de lui. Et ce samedi terrible, Amitai a été assassiné ici, dans sa propre maison, et Jimmy a été enlevé et emmené à l'intérieur de la bande de Gaza. Jimmy, grâce à Dieu, a été libéré après plus de 50 jours de torture et de captivité aux mains du Hamas. Mais je veux vous montrer, les amis, les ruines de la maison. L'une des rares choses qui reste ici, c'est le déambulateur d'Amitai. C'était un monsieur, il avait la maladie de Parkinson, et c'est justement pour cela qu'il avait l'aide de ce Philippin. Et parmi les rares choses qui restent ici, je peux voir une autre chose, une assiette, une fourchette par terre, un morceau de bouteille, et ici, on voit le déambulateur. Maintenant, on va entrer dans notre premier bunker de la journée et on peut voir qu'il est complètement brûlé. Ici par terre aussi, regardez les médicaments. Ça veut dire que ce monsieur avait aussi une santé fragile. On voit ses médicaments par terre. Il a été assassiné le 7 octobre, mais beaucoup des personnes enlevées sont des personnes âgées. Il y a des gens de plus de 80 ans, plus de 100 jours, entre les mains du Hamas. Et beaucoup d'entre eux ont des problèmes de santé. On ne connaît pas leur état de santé. On ne sait pas, beaucoup d'otages, s'ils sont encore en vie. Ils ont été emmenés de leur maison ici au kibbutz. Un tiers de tous les otages ont été emmenés d'ici, de Nir Oz, une communauté d'environ 400 personnes qui a été pratiquement entièrement décimée. Mais allons sortir et commencer à découvrir l'histoire de Nir Oz depuis le début et comprendre comment on en est arrivé à ce jour si tragique. Avant de parler de toute la destruction, de tout ce qui s'est passé de terrible dans cet endroit, je veux commencer l'histoire en 1955. À cette époque, il n'y avait ici que 4 arbres. C'était une zone déserte, au milieu de nulle part. Et quelques personnes ont décidé de venir ici et de fonder un kibbutz. Construire un petit paradis, un petit jardin d'Éden au milieu du désert. Et je peux vous dire qu'ils ont réussi. Malgré toute la destruction qui s'est produite ici, on peut voir la beauté que ce lieu avait. Et je peux aussi vous dire en première main que j'ai connu la beauté de cet endroit avant que tout cela n'arrive. Parce que mon père, Jorge, que vous connaissez ici sur la chaîne, mon père a vécu ici à Niros en 1970. Il a vécu et travaillé ici au kibbutz. Et il y a quelque temps, lui et ses amis de 1970 ont décidé de revenir ici pour revoir le kibbutz. Je suis venue,
J'ai passé du temps ici avec eux, on s'est assis, on a mangé au réfectoire, on s'est promené dans le kibbutz, on a vu la belle vie que les gens ont créée ici, malgré toutes les difficultés. Donc, l'histoire de Niroz ne commence pas avec le massacre. L'histoire de Niroz commence avec des personnes qui avaient un rêve, le rêve de créer un petit paradis ici, au milieu du désert, de faire fleurir le désert, comme le disait déjà la Bible. Et pour que vous ayez une idée de la détermination de ces personnes, ils ont créé ici un jardin botanique, l'un des 14 jardins botaniques d'Israël, qui se trouvait ici au milieu du désert. Et ils faisaient aussi des recherches pour découvrir quelles plantes s'adaptaient à ce climat, afin de faire fleurir non seulement leur kibbutz, mais toute la région et le monde entier. L'idée était d'aider à amener l'agriculture dans le désert. Et ces personnes qui, avec tant d'amour dans le cœur, ont construit et vivaient à cet endroit, ont souffert des choses inimaginables. Et ça devient tellement réel de venir ici, parce que partout où l'on passe, on voit les marques de la destruction et de la vie. Et la vie des personnes qui étaient ici, on peut voir ici à la porte la famille qui vivait à cet endroit. Ils ont tous été enlevés. Le père Ofer avec ses enfants, Chachar, 16 ans, et Erez, seulement 12 ans. Les enfants ont été libérés pendant le cessez-le-feu, mais ils ont passé plus de 50 jours entre les mains des terroristes du Hamas. Mais le père reste en captivité et la grand-mère ainsi que la cousine de ses enfants ont été assassinés le 7 octobre. Et ici, on peut voir comment était la vie des personnes qui... Ils jouaient au football comme n'importe quel autre enfant qui vivait ici. On peut même voir que le ballon vient du Brésil. Cela veut dire des personnes qui étaient simplement ici, qui voulaient vivre leur vie et dont la vie a été complètement interrompue et détruite. Les attaques contre Niroz et la région n'ont pas commencé le 7 octobre. Elles ont commencé bien avant. En 2005, Israël procède à un retrait unilatéral de Gaza, ce qui signifie qu'Israël retire de Gaza tous les Israéliens civils et militaires. Et l'année suivante, en 2006, le Hamas prend le pouvoir et le contrôle de toute la bande de Gaza, et là, ils commencent à attaquer Israël, principalement la région sud. Par exemple, en 2008, lorsqu'une roquette lancée depuis l'intérieur de la bande de Gaza tombe à Nirlat, dans l'usine de peinture ici du kibbutz, tuant une personne et en blessant 4 autres. Également, en 2013, on a découvert ici, à côté du kibbutz, la sortie d'un tunnel. Le Hamas a investi des millions et des millions de dollars dans la construction de centaines de tunnels. Des tunnels à l'intérieur de la bande de Gaza, des tunnels de la bande de Gaza vers l'Égypte et aussi des tunnels de la bande de Gaza vers Israël. Et ce tunnel, grâce à Dieu, a été découvert avant qu'il ne puisse être utilisé, car depuis lors, le Hamas avait déjà l'intention d'utiliser ce tunnel pour infiltrer des terroristes afin d'attaquer Israël. Donc, en 2013, le pire n'est pas arrivé, mais cela a fini par se produire maintenant, en 2023. Je souhaite vous montrer ce qu'il y a de notre côté. Ce que nous voyons, c'est l'un des milliers de roquettes que le Hamas a lancées. Et cela fait partie de ces attaques qui se produisent déjà depuis de nombreuses années. Imaginez, les gens sont ici dans leur quotidien, puis ça commence. Tseva Adom, Tseva Adom, Tseva Adom, c'est comme ça que la sirène retentit ici. Et les gens ont 7 secondes pour trouver un endroit sûr. Puis les roquettes commencent à tomber et on peut voir cette roquette, une roquette très simple, fabriquée dans la bande de Gaza, même par les terroristes du Hamas. Et c'est pour cela, puisqu'ils ont si peu de temps pour se protéger, que beaucoup d'argent a été investi ici, dans la construction de bunkers, dans la construction d'abris anti-bombes. Et nous allons parler davantage de ces abris, car ils font partie de cette tragédie du 7 octobre.
Et ici à côté, on voit une autre maison complètement brûlée et détruite. Celui qui vivait ici, c'était Oded. On peut voir ici sa photo. Et Oded a aussi été enlevé. C'est un homme âgé et il est toujours entre les mains du Hamas. Nous allons maintenant entrer pour voir ce qu'il reste, le peu qu'il reste de sa maison. Et au milieu de tant de destruction, je veux vous raconter un peu la vie d'Oded. Il était journaliste, mais plus que cela, il était un militant pour la paix. Oui, il vivait à côté de Gaza et il faisait partie d'organisations pro-paix. Il faisait partie d'une organisation qui amenait des Palestiniens malades pour recevoir un traitement médical dans les hôpitaux d'Israël. Et c'est impressionnant de penser qu'une personne qui, pendant plus de 80 ans, a lutté pour la paix, cherchait la paix avec ses voisins palestiniens, a fini par être enlevée, torturée, toute sa vie détruite. Ici, on peut voir un peu de ce qu'était sa vie. On peut voir ici ce qu'il reste d'un piano. Il était aussi musicien, donc on peut voir une partie de sa vie. Mais on peut aussi se rappeler ici de la mort qui a eu lieu à cet endroit, dans tant d'endroits ici. Là, par terre, il y a un sac noir. Je veux que vous le voyez. Ce sac que nous voyons ici appartient aux Zaka et je dois vraiment leur tirer mon chapeau parce qu'à mon avis, ils font le travail le plus difficile depuis le 7 octobre. Le Zaka est une organisation qui se rend dans tous les endroits où le massacre a eu lieu, où toute cette mort et cette destruction se sont produites, et leur travail consiste à récupérer les corps afin que ces personnes soient d'abord identifiées, puis qu'elles puissent avoir un enterrement digne. Ce n'est pas parce que ces personnes ont terminé leur vie d'une manière si douloureuse et inhumaine qu'elles ne doivent pas recevoir la dignité, la dernière dignité. Ce que nous pouvons offrir à ces personnes, c'est vraiment leur donner un enterrement, car les familles ont aussi un endroit où aller pleurer leurs proches. Ceci est l'un des sacs qu'ils utilisent pour transporter les corps ou les restes des corps. Donc c'est écrit ici en hébreu, Zivik ver BNVT Asven. Identification des victimes de la catastrophe. Alors, ils passent ici par tous les endroits et rassemblent les corps pour les emmener à l'identification des personnes brûlées et c'est leur travail à eux. Ils sont allés sur les plages de Zikim. Zikim est l'un des endroits où mon père a aussi vécu. Sur la plage de Zikim, ils sont allés là-bas avec des tamis pour tamiser le sable, pour récupérer les dents, pour récupérer ce qui restait vraiment des personnes et essayer vraiment de leur rendre cette dignité. Et le Hamas sait à quel point cela est important pour le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils ont assassiné tant et tant de personnes à Niroz, dans tant d'endroits, l'une des choses qu'ils ont faites, c'est d'emporter les corps. Ils ont enlevé beaucoup de personnes vivantes, mais ils ont aussi emporté des personnes mortes. Imaginez. À quel point il faut être inhumain pour ne pas laisser la famille pleurer son mort, pour que ces familles continuent de souffrir, non seulement à cause de la mort de leurs proches, mais aussi en sachant comment les corps de ces personnes sont traités. Ils sont plus de 100. Jour à Gaza, aussi bien les personnes vivantes que les personnes mortes, que celles qui ont été assassinées en captivité. Et c'est pour cela que le travail du Zaka est vraiment, vraiment important. Mais si nous voyons ici une petite preuve de l'horreur qui s'est produite le 7 octobre, le Zaka a vu l'horreur dès le premier instant et vraiment, ils ont vu tout ce que l'on peut imaginer de pire, ils l'ont vu. Niroz est un kibboutz. Cela signifie que c'est une communauté agricole et qu'ils ont une vie communautaire. La plupart des personnes qui vivaient dans ce kibboutz étaient juives. Et on peut aussi le voir à travers ce tabernacle qui est juste devant nous. Et ici, on peut vraiment voir les restes de cette soukha, de ce tabernacle.
Rappelons que le massacre a eu lieu un jour après la fin de la fête biblique des tabernacles. Cette fête rappelle les 40 ans que le peuple d'Israël a passé à errer dans le désert. La fin de l'esclavage en Égypte, la liberté du peuple d'Israël. Et encore une fois, au moment où le peuple était heureux, joyeux, en train de célébrer, tout cela est arrivé et on peut voir ici comment la vie a été interrompue. Il y a quelque chose qui va probablement vous choquer à propos du 7 octobre et qui m'a aussi choqué. C'est ce qui s'est passé après le massacre. Comment cette journée s'est-elle déroulée? Le samedi matin, les terroristes sont entrés de la bande de Gaza en Israël et sont entrés dans les communautés ici, à Niros, Be'eri, dans les kibbutzim, dans les communautés. Autour de la bande de Gaza, ils ont commencé à tuer, violer, kidnapper des personnes, à décimer les communautés. Et après que les terroristes ont commencé à retourner vers la bande de Gaza, des civils de l'intérieur de la bande de Gaza ont commencé à entrer en Israël. Pas pour aider la population israélienne, mais pour commencer à piller. Si vous commencez à regarder le kibbutz, là où nous marchons, il y a plein de choses éparpillées de façon aléatoire dans les rues. La population civile, y compris des mineurs et des femmes, est entrée ici et a commencé à piller les affaires des maisons. On voit une télévision sortie de la maison pour être emportée, mais pour une raison inconnue. Trop lourde, impossible à porter ou cassée en route, elle a été abandonnée ici. Alors, ils ont d'abord tué, enlevé, violé, puis ils sont venus ici et ont commencé à piller les affaires de toutes les maisons. Et Rita va aussi nous raconter comment cela s'est passé chez elle. Pendant ce temps, ils ont vidé la maison. Comme dans toutes les autres maisons, non seulement ils ont volé dans toutes les maisons, tout l'argent, les factures, les ordinateurs, les vélos, toutes nos chaussures, toutes les motos, toutes les voitures ont été détruites, cassées ou volées. Beaucoup d'entre elles ont été brûlées et incendiées. Ils ont dérobé les télévisions et les appareils électroniques de cuisine. Chez moi, ils ont même emporté les pièges. Tout ce qu'ils pouvaient mettre la main dessus. Des pièges, évidemment. Après avoir volé les affaires, ils ont mis le feu à de nombreuses maisons. Nous avons plus de 60% des maisons qui sont complètement brûlées. Nous étions dans une pièce sécurisée. J'y suis restée 12 heures, sans eau, sans nourriture, ni toilette. Juste en pyjama pendant tant d'heures. Maintenant, non seulement les Palestiniens ont tué et enlevé des gens, ils ont volé et saccagé les maisons. Ils ont aussi détruit tout le système d'eau afin que nous ne puissions pas boire ou distinguer le bien. Nous avons découvert qu'ils avaient lancé des grenades dans les suites et le système d'eau juste pour les détruire. Alors, quand nous sommes sortis à 18 heures le soir, ma fille et moi marchions dans le kibbutz et nous avons vu de grandes vagues d'eau. Le kibbutz était en train de s'effondrer. Et le lendemain, à 17h40, les bus sont arrivés ici. Quand c'était assez sûr, ils pensaient qu'ils pourraient nous faire sortir vivantes. 3 bus sont venus et nous ont toutes emmenées à Eilat. Nous avons été évacués vers Eilat. Waouh, il y a encore une forte odeur ici. Ce samedi terrible, plusieurs choses se sont passées. La première, on en a déjà parlé, c'était le massacre en lui-même. Les personnes qui ont été tuées, blessées, violées, enlevées.
Ensuite, la population entre et pille le kibboutz. Et la dernière vague dans le kibboutz a été la vague de destruction. Cet endroit ici a été incendié intentionnellement. Ils sont venus, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait à la population, ils ont volé tout ce qu'ils pouvaient porter à la main et dans les voitures. Et ensuite, ils brûlent tout. Ce qu'ils font dans de nombreux endroits, c'est qu'ils coupent les conduites de gaz et ensuite, avec un briquet, ils mettent le feu aux endroits. Il n'y avait plus personne ici quand cet endroit a été incendié. Ils ont incendié simplement dans le but de détruire pour que ces personnes, si jamais elles avaient survécu, n'aient pas d'endroit où revenir. Regardez le niveau d'inhumanité. Ils voulaient tout enlever à ces personnes et c'est pour cela qu'ils ont intentionnellement incendié cet endroit. Ils ont aussi incendié les voitures du kibboutz. Plus de 260 voitures ont été brûlées ici. Et ce que l'on pense, c'est qu'ils ont brûlé les voitures pour que ces personnes ne puissent pas fuir, ne puissent pas partir d'ici. Et, en effet, les personnes sont restées ici pendant tout le samedi. Elles n'ont été secourues que le dimanche. Elles n'ont pu partir d'ici qu'à ce moment-là. Donc, pour ces personnes, ce n'était pas une question d'1 ou 2 heures. Elles ont passé plus de 24 heures dans cette souffrance jusqu'à ce qu'elles soient évacuées. Et quand l'État d'Israël est arrivé et les a évacuées, elles ont été transférées vers la ville d'Eilat, la ville la plus au sud d'Israël. Elles sont restées là quelque temps dans des hôtels, puis Israël les a transférées à Kriyat Gat, où elles se trouvent jusqu'à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, le kibboutz est vide. Il y a quelques personnes qui sont encore ici, qui ont réussi à revenir chez elles, mais la grande majorité de la population est à Kriyat Gat. Et le gouvernement israélien estime qu'il faudra 3 ans avant qu'ils puissent revenir ici. Pourquoi? D'abord, ce n'est pas une zone militaire active. Ce n'est pas pour rien que je porte un gilet pare-balles. Ce n'est pas pour rien que vous entendez les explosions, les avions, les hélicoptères. Ce n'est pas une zone militaire active. Donc, d'abord, il faut prier pour la fin du conflit et le retour de la paix. Puis, il faudra venir ici et reconstruire toute la communauté. Les maisons devront être démolies, reconstruites. Ce sera un travail gigantesque, gigantesque, gigantesque. Et la dernière étape, c'est que les familles reviennent ici. Et la question est de savoir si les familles voudront ou pourront revenir, les familles qui restent du kibboutz. La question est de savoir s'ils sont capables de revenir au même endroit où ils ont subi ce massacre. Et dans un instant, nous allons aussi demander à Erit si elle aimerait revenir, si elle serait capable de revenir ici. Je voulais simplement vous montrer cette inhumanité de vouloir détruire ce qu'ils n'ont pas réussi à voler pour que ces personnes n'aient rien, rien, rien qui leur reste entre les mains. À ville au Brésil, les roues qu'on voit ici, peut-être que vous savez déjà dans quelle maison on arrive. La maison que vous voyez ici au fond appartient à la famille Bibas, l'une des familles enlevées à Gaza jusqu'à présent. Venez avec moi. Les terroristes, quand ils arrivent ici, essaient de forcer la porte d'entrée de la maison. On peut voir les impacts de balles ici. Ils tentent de forcer la porte sans succès. Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent sur ce même canapé et ils entrent par la fenêtre. On peut aussi voir plus de traces de balles près de la fenêtre. Ils entrent dans la maison et la première chose qu'ils font, c'est assassiner le chien de la famille. Ils n'ont épargné personne, vraiment personne ici, même pas les animaux. Beaucoup de chiens, beaucoup d'animaux de compagnie ont été tués ici. Donc, ils entrent par la fenêtre et tuent le chien de la famille.
Et la famille était à l'intérieur du bunker. Ils essayent de rester enfermés dans le bunker mais n'y arrivent pas. Les terroristes parviennent à entrer dans le bunker et ils vont d'abord attraper Yabden de 34 ans. Ils l'emmènent et lui disent qu'il est enlevé, qu'il va à Gaza mais qu'ils ne vont pas emmener sa famille. Et on sait très bien comment cette histoire se termine, c'est-à-dire des mensonges après des mensonges après des mensonges. Après avoir enlevé Yabden, d'autres terroristes arrivent ici et emmènent aussi Shiri Bibas, 32 ans. Et les deux enfants, Ariel Bibas, 4 ans, et Kafir, qui avait 9 mois lorsqu'il a été enlevé. On peut voir ici écrit en hébreu 9 mois, puis ils ont rayé et mis 10 mois. Et maintenant, il a déjà 1 an. C'est écrit ici Ben Shana, qu'il a 1 an. Cela veut dire qu'il a été enlevé à 9 mois. Il a fêté son premier anniversaire en captivité entre les mains du Hamas et personne ne sait ce qui leur est arrivé. Nous avons les images terribles de l'enlèvement de la famille. Les images du désespoir de Shire, du désespoir de la famille qui a été emmenée. Nous avons aussi des images que je ne peux pas vous montrer parce qu'elles sont trop choquantes. Mais il y a des images de Yarden enlevé, blessé aussi. Il a reçu une balle, il a été blessé. On sait que toute la famille a été enlevée et emmenée à Gaza. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été rendus et on ne sait pas où ils sont. Et je suis très émue ici. Parce que j'ai de jeunes enfants. J'ai un fils de 2 ans et un fils de 2 mois, alors je peux aussi les voir ici comme faisant partie de notre famille. Le peuple d'Israël, tout le monde, on se considère comme une grande famille. Alors, quand les gens demandent pourquoi on parle autant des personnes enlevées, pourquoi on parle autant de ce qui s'est passé, c'est parce que c'est comme si c'était notre propre famille. Et cela fait mal à tout le peuple d'Israël, aussi bien aux personnes qui vivent ici qu'à celles du peuple d'Israël dispersées dans le monde entier. Et bien sûr, c'est toujours plus douloureux quand cela arrive à quelqu'un de proche de nous. Imaginez la situation ici, dans ce kibbutz à Nir Oz. 1/4 de toute la population de Nir Oz a été soit assassinée, soit enlevée, en plus de tous les autres qui ont été blessés et traumatisés. Imaginez cela dans votre vie. Imaginez si un jour, vous vous réveillez et qu'une personne sur 4 dans votre famille et un ami sur 4 étaient soit assassinés, soit enlevés, torturés, violés. Tout ce qui s'est passé est vraiment un traumatisme pour cette communauté et pour tout le peuple d'Israël. Mais je n'arrive pas vraiment à imaginer ce que ressent Irid, ni ce que ressentent les personnes qui vivent ici dans le kibbutz, parce que moi, en tant que personne qui habite à Jérusalem et qui suis venue ici, ça fait vraiment très mal. Je peux m'identifier à beaucoup de choses avec eux, notamment quand je suis arrivée ici, j'ai vu ce petit vélo, il est exactement pareil, c'est le même modèle que celui de mon fils. Alors quand tu vois ça ici, tu arrives vraiment à voir l'humanité de ces personnes et l'inhumanité des terroristes du Hamas, qui n'épargnent même pas les animaux, ni les enfants, ni les bébés dans les bras de leurs parents. Le Hamas ne respecte personne ni rien. Il ne voit aucune valeur dans la vie humaine, ni celle du peuple d'Israël, ni celle des étrangers qui étaient ici, des Philippins, des Thaïlandais, des Danois. Il y avait aussi des personnes d'autres pays ici, des chrétiens aussi. Ils n'avaient aucun respect pour les Juifs, pour les chrétiens, pour les animaux, et malheureusement, même pas pour leur propre peuple palestinien. On voit combien de Palestiniens souffrent entre les mains du Hamas. Donc c'est vraiment un manque d'humanité, un manque d'amour pour son prochain. Si la Bible nous dit que le plus important est d'aimer son prochain comme soi-même, il n'y a même pas une once d'amour pour autrui dans le cœur de ces terroristes. Ici, on voit le nom des personnes assassinées ici au kibbutz Nir Oz. Et on peut voir que tous leurs noms sont en hébreu. Et tout à coup, on arrive ici à côté et on voit des noms écrits en anglais. Toutes ces personnes assassinées ici étaient thaïlandaises. Une partie d'entre elles était même chrétienne. Le 7 octobre,
lorsque les terroristes sont entrés dans le kibbutz et ont commencé le massacre, les Thaïlandais ont commencé à s'identifier et à dire « Nous ne sommes pas Israéliens, nous sommes Thaïlandais. » Oui, 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 vous êtes Thaïlandais. Et ils les tuaient. Il faut comprendre que dans ce conflit, ce n'est pas un conflit entre Israël et les Palestiniens, loin de là. C'est un conflit entre le monde civilisé et la terreur qui tue indistinctement des Juifs, des chrétiens et aussi des musulmans qui ont été assassinés le 7 octobre. Pas ici à Niroz, mais à Sderot, des musulmans ont aussi été enlevés. Donc il faut comprendre que c'est un combat bien plus vaste. La lutte contre le terrorisme et la terreur commence ici, contre le peuple d'Israël, et s'étend au monde entier. Elle atteindra aussi l'Occident, elle touchera tous les pays, et c'est pourquoi il faut comprendre que c'est un combat qui nous concerne tous. Nous, en tant que Brésiliens, nous, en tant que Portugais, nous, en tant qu'Israéliens, nous, en tant que monde occidental tout entier qui refuse ce genre de violence, qui refuse ce genre d'imposition extrémiste. Je suis émue parce que je connais cet endroit, c'est-à-dire, je suis déjà venue ici. Nous sommes maintenant dans le réfectoire, juste pour que vous sachiez, nous sommes dans le réfectoire du kibbutz. Je suis venue dans ce réfectoire il y a quelque temps avec mon père, quand nous sommes venus visiter cet endroit. Il est venu ici avec ses amis, c'est-à-dire ses amis de jeunesse sont venus visiter le kibbutz, voir la maison où ils habitaient, qui existe encore, ou du moins existait, jusqu'au 7 octobre. Et vraiment voir l'endroit détruit, vide. Et ici, ils ont mis sur les tables « Je vous demande pardon, je veux vous montrer cet endroit. » Ici, ils ont mis sur les tables les places des personnes. Et ici, on peut voir Arbel Simantov, 5 ans et demi, assassiné. Carole Simantov, 72 ans, assassiné. Omer, 2 ans et demi. Et vous pouvez voir qu'ils ont mis ici le siège pour lui. La famille s'est réunie. Toute la famille a été assassinée. Les parents, les 3 enfants et la grand-mère ont été assassinés ensemble ce jour-là. Toute la famille a péri. Et on peut voir, par le nombre de tables ici, avec chacune de ces affiches, on peut voir l'ampleur du malheur qui s'est produit ici. Une personne sur 4 de ce kibbutz a été soit assassinée, soit enlevée lors de ce que nous appelons le samedi noir. Le samedi aurait dû être celui de Simchat Torah, qu'on appelle la joie de la Torah. C'est une fête biblique juive où les gens se réunissent, chantent et dansent. Je me souviens que le vendredi soir, j'étais à la synagogue avec mon petit garçon, avec mon mari, nous dansions et chantions. Et le samedi matin, nous nous sommes réveillés avec les sirènes. J'étais à Jérusalem, nous nous sommes réveillés avec les sirènes et nous nous sommes réveillés avec les nouvelles de ce qui se passait. Alors ils ont transformé, les terroristes ont transformé le jour le plus joyeux du peuple d'Israël en le plus grand massacre depuis la Shoah. Et justement, ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi ce jour exprès pour détruire la joie. Pour attaquer un samedi quand le peuple se reposait, quand le peuple était mal préparé, quand beaucoup de soldats avaient reçu la permission de rentrer chez eux pour passer du temps en famille. Et justement, ils ont profité de la joie de la fête du peuple d'Israël pour commettre ce massacre. Et aucun kibbutz n'a autant souffert que Niroz. Je voulais te demander, pour toi, quelle est la chose la plus importante que les gens sachent à propos de ce qui s'est passé ici le 7 octobre? Je veux que les gens sachent ce qui s'est passé ici. Personne ne devrait avoir à vivre cela, parce que c'est tellement horrible, tellement effrayant, que je pense que personne dans notre monde ne devrait expérimenter une telle situation d'horreur. Et penser qu'il y a des gens sans aucune compassion pour les autres, c'est très triste pour moi. Et tu prévois de revenir vivre ici au kibbutz, à l'avenir? Tu souhaites rebâtir le kibbutz et y retourner?
Maintenant, je sens que c'est ici ma maison. Jusqu'à ce que je n'ai pas enlevé mes affaires d'ici. J'ai laissé le thé, des vêtements, un peu de nourriture. J'ai tout laissé ici parce que je ne veux pas entrer dans la maison vide. Je veux revenir, mais si je me sens en sécurité ici, non. Quand je marche ici et que je reste chez moi, j'essaie encore de ressentir la peur. La peur encore. Et la maison est encore tout en désordre. J'ai nettoyé, mais elle n'est pas aussi belle qu'avant. Peut-être que je reviendrai, je ne sais pas encore. Chaque maison où l'on arrive, c'est une famille de plus, une histoire de plus. Et en arrivant ici, on arrive à voir des petits morceaux de la vie qu'ils avaient avant. On voit les jouets des enfants, la vaisselle avec laquelle ils mangeaient. On arrive à voir comment ils vivaient, ce qu'ils portaient. Et on voit aussi les raffinements de cruauté du Hamas. Ils sont venus ici dans le but de massacrer et de causer un maximum de souffrance à cette population et à tout Israël. Hélas, ils ont infligé une blessure extrêmement grave. Et pour commencer à refermer cette blessure, pour entamer le processus de guérison, la première chose dont ils ont besoin, c'est que leurs otages rentrent à la maison. Et c'est pourquoi, tout le temps, ici, en Israël, on parle des otages, on en parle parce qu'on a besoin qu'ils reviennent. Pour que cela ne soit pas la fin de l'histoire, pour que la fin de l'histoire soit la reconstruction de cet endroit. Les personnes qui vivent ici depuis 1955 ont eu beaucoup de difficultés et continuent d'en avoir. Mais malgré tout cela, ils ont essayé et réussi à construire ici un petit coin de paradis qui a été détruit par ces démons, mais qui sera, si Dieu le veut, reconstruit. J'ai maintenant deux demandes à vous faire. La première, c'est que tous ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, aident. Aidez à la reconstruction d'Israël, chacun à sa manière. Ceux qui le souhaitent peuvent prier pour la paix en Israël. Demandez au gouvernement du monde de faire pression sur le Hamas pour que les otages soient libérés. Ceux qui veulent aussi faire des dons financiers pour reconstruire ce kibbutz et les autres kibbutzim de la région, je vais laisser ici en bas, dans la description, des liens pour ceux qui veulent et des coordonnées pour ceux qui souhaitent faire des contributions. Et ma deuxième demande pour vous, c'est que vous les regardiez dans les yeux. Je vais maintenant vous montrer les photos des personnes assassinées et des personnes enlevées de Niros. Et je vous demande de regarder jusqu'à la fin, parce que chacun d'eux mérite que son nom et son visage soient rappelés. Prions pour une paix véritable et durable, et pour que quelque chose comme cela ne se reproduise jamais nulle part dans le monde. Prions pour la paix. Merci à tous d'avoir regardé et partagé. À la prochaine.